Salut le paddock, j'espère que vous allez bien. McLaren réclame 20 millions de dollars à un pilote qui n'a jamais couru en Formule 1. Oui, vous avez bien entendu, 20 millions, pour une promesse de baquet qui n'a jamais existé. C'est l'histoire d'Alex Palou, un pilote qui a tout gagné en IndyCar, qu'on a fait rouler en F1, qu'on a mis dans le simulateur en FP1, qu'on a placé dans le pipeline, et qui aujourd'hui se retrouve au cœur d'un procès complètement surréaliste. D'un côté, McLaren explique avoir perdu des sponsors, de l'argent, des opportunités. De l'autre, Palou dit « On m'a vendu un rêve qui n'existait pas ». Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que cette affaire ne parle pas seulement d'un contrat, elle parle de comment on fabrique l'espoir d'un siège en F1. Elle parle de promesses, de sous-entendus, de « tu verras, on y est presque ». Elle parle d'un sport où un test privé peut parfois valoir plus cher qu'un podium, et où un simple oui ou non peut coûter le prix d'une maison. Alors, comment on en est arrivé là ? Comment un pilote qui n'a jamais pris le départ d'un Grand Prix peut-il se voir présenter une note à 20 millions ? Qu'est-ce que McLaren a réellement perdu ? Qu'est-ce que Palou a réellement gagné ? Et surtout, combien vaut un rêve de Formule 1 quand rien n'est écrit noir sur blanc ? Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'affaire et tu vas voir, au-delà du tribunal, cette histoire nous dit quelque chose de précieux et d'un peu dérangeant sur la vraie économie de la F1 moderne. T'es prêt ? Alors, on rembobine. Retour en 2022. Alex Palou est au sommet. Champion IndyCar avec Chip Ganassi Racing, une ascension fulgurante, un pilotage propre, clinique, et une réputation, celle d'un type que rien ne déstabilise. Et c'est justement là que McLaren entre en scène. Zak Brown repère le profil parfait, jeune, talentueux, espagnol, un potentiel idéal pour le marketing et surtout, un pilote déjà titré. L'idée est simple, McLaren veut s'implanter plus fort en IndyCar tout en construisant un pont vers la F1. Et pour ça, il faut une tête d'affiche. Alors, Zak sort le grand jeu. Test privé en F1, simulateur, journée de roulage dans la monoplace 2021, un FP1 à Austin et un contrat de pilote de réserve F1. Tout ça emballé dans un discours parfaitement calibré. Forcément, Palou y croit, il signe. Et sur le papier, le deal est plutôt séduisant. Rouler pour McLaren en IndyCar, rester dans le viseur de la F1 tout en percevant un salaire correct. Sauf que dans la réalité, aucune ligne du contrat ne garantit un baquet F1. Zéro promesse écrite. Rien d'autre qu'un potentiel futur siège conditionné à des opportunités d'équipe. Autrement dit, du vent, mais du vent très bien emballé. Palou, lui, ne le sait pas encore, mais il vient d'entrer dans un labyrinthe juridique. Parce que dans ce genre d'accord, ce qui n'est pas écrit vaut souvent plus cher que ce qu'il est. À ce moment-là, tout semble parfait. McLaren l'annonce fièrement, la presse F1 relaie le message. On parle de nouvelles passerelles entre l'IndyCar et la F1. Mais en coulisses, certains commencent déjà à se poser des questions. Pourquoi autant d'investissements pour un pilote sans baquet ? Et surtout, pourquoi Zak Brown semble multiplier les promesses à tout le monde sans jamais préciser à qui il donnera vraiment le volant ? La fissure, elle est là. Et quelques mois plus tard, ça explose. On est en août 2022, l'été où tout le paddock devient fou. Fernando Alonso signe chez Aston Martin. Alpine annonce qu'Oscar Piastri prendra sa place. Et 24 heures plus tard, Piastri répond publiquement. Le tweet qui a fait trembler la Formule 1. Mais pour Alex Palou, c'est bien plus qu'un tweet, c'est une douche froide. Parce qu'au même moment à Woking, McLaren finalise en secret le contrat de Piastri. Et quand l'annonce tombe, Palou comprend. La fameuse porte F1 qu'on lui avait promise vient de se refermer. Pire, il réalise qu'il n'a jamais été qu'un plan de secours. Chez McLaren, on parle alors de plan B, voire de plan C. Le plan A, c'est Piastri. Le plan B, c'est Palou, si Piastri ou Norris tombe malade. Et le plan C, c'est Palou si Piastri échoue complètement. Sauf que voilà, Piastri ne se rate pas. Dès ses premiers tours, il impressionne, il marque des points. Il faut oublier Ricciardo. Et du jour au lendemain, Palou devient invisible. Il se rend compte qu'il n'a jamais été dans les plans, qu'il n'a pas signé un tremplin, mais une impasse dorée. Il raconte plus tard « J'ai compris que j'étais bloqué. Pas de F1 et plus de liberté non plus. » À partir de là, le ton change entre lui et McLaren. Les échanges deviennent froids, puis tendus. Zak Brown insiste pour qu'il respecte son contrat IndyCar, mais Palou, lui, commence à chercher la sortie. Parce qu'il n'a plus confiance, et c'est alors la bascule. L'instant où le rêve F1 de Palou s'éteint et où la guerre commence. Été 2023. Les rumeurs en IndyCar commencent à s'emballer. Palou aurait changé d'avis, il ne rejoindrait finalement pas McLaren. Au début, personne n'y croit, il a signé, il a touché des avances, il a roulé en F1 à Austin, fait du simulateur, participé à des tests privés. Impossible qu'il lâche tout comme ça, et pourtant c'est ce qu'il fait. Palou annonce qu'il reste chez Ganassi. Pas de saison IndyCar avec McLaren, pas de rôle F1, pas de plan B, rien. Un bras d'honneur assumé à Zak Brown. Chez McLaren, c'est la panique. Les juristes dégainent, le service communication se tait et les mails internes commencent à fuiter. En coulisses, Brown parle de trahison. Lui se voyant en bâtisseur de pont entre les disciplines, il se retrouve avec un trou de 20 millions dans sa comptabilité. Alors McLaren attaque, direction la haute cour de Londres. Plainte pour rupture de contrat avec un chiffre qui fait tourner les têtes, 20,3 millions de dollars.
Dans sa plainte, McLaren détaille tout. La perte du sponsoring NTT, principal partenaire du programme IndyCar, les renégociations forcées avec d'autres sponsors, le bonus de 400 000 $ versé à Palou que McLaren considère comme une avance jamais remboursée, les salaires additionnels pour garder Pat Howard et l'arrivée précipitée d'un remplaçant pour compenser. Sans oublier les dommages d'image, le fait qu'un pilote McLaren ait publiquement tourné le dos à l'équipe. Palou lui reconnaît la rupture, mais il refuse d'être traité comme un escroc. Sa ligne de défense est claire. McLaren m'a trompé, ils m'ont promis une F1 qui n'existait pas. Et ce qui n'était qu'un désaccord de contrat devient soudain une bataille d'éthique, de communication et d'ego. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est une question de fierté. Qui de Zak Brown ou d'Alex Palou a menti le premier ? Octobre 2025, Londres. La salle d'audience est pleine. Avocats, journalistes spécialisés, représentants de la FIA, curieux du paddock. Sur les bancs, McLaren d'un côté, Palou de l'autre. Et ce qui devait être une simple affaire de rupture de contrat se transforme en striptease judiciaire du business McLaren. Parce que dès les premières audiences, les documents internes commencent à parler. Et ce qu'ils révèlent, c'est explosif. McLaren ne se contentait pas de faire rouler Palou pour évaluer son potentiel, non. La marque utilisait ses tests comme un produit à vendre. Des roulages F1 proposés à d'autres pilotes contre paiement. Un modèle à mi-chemin entre sport et business. Le cas le plus marquant, c'est celui de Ryo Hirakawa, pilote Toyota. Selon les pièces du dossier, McLaren aurait facturé environ 3 à 3,5 millions de $ pour un package de roulage TPC et un éventuel FP1 en 2024. 3 millions pour tourner dans une F1 de 2021. Autant dire que le rêve F1 a un prix très concret. Pour la défense de Palou, c'est une bombe. Parce que ça prouve selon eux que McLaren ne lui offrait pas une opportunité sportive, mais une opportunité marchande. Autrement dit, McLaren n'aurait jamais investi pour lui, mais grâce à lui. Les échanges d'emails ajoutent encore une couche de cynisme. On découvre un plan C interne. Si Piastri se plante en rookie, on aligne Palou. Et un autre message signé de Woking. S'il refuse de rouler, on revendra ses jours de test à un autre client. Voilà, tout est dit. À ce stade, le public découvre une autre McLaren. Pas celle du romantisme F1 des années Senna ou Hakkinen, mais celle d'une entreprise ultra rationnelle qui monétise tout, jusqu'à la moindre heure de roulage. Et pour Palou, c'est l'arme parfaite. Montrer qu'il n'était qu'une ligne de business plan. Pas un projet sportif, pas une promesse de pilote. Juste une opportunité financière qu'on pouvait remplacer par n'importe qui tant que le chèque suivait. Et pendant que les avocats s'écharpent à Londres, la vie continue dans le paddock. Ironie du sort, le seul à vraiment bien s'en sortir, c'est Alex Palou. Depuis qu'il a refusé de rejoindre McLaren, il ne fait que gagner. Chez Ganassi, il écrase tout. Titre, podium, victoire. Un rythme de métronome, une confiance absolue. En 4 saisons, il a remporté 4 des 5 derniers championnats IndyCar. Un exploit rarissime. Et pendant que McLaren passe son temps à compter les millions perdus, Palou, lui, construit une légende. Il devient un symbole. Celui du pilote qui a dit non à la F1, mais qui a quand même réussi. Chez McLaren, c'est une autre histoire. Le programme IndyCar s'effiloche. Le recrutement d'un pilote de remplacement devient un casse-tête. David Malukas d'abord, puis Théo Pourchaire, puis finalement Nolan Siegel. Un entraînement de changement qui donne l'impression d'une équipe en mode panique permanente. Et tout ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Mais là encore, les avocats de Palou ont un argument redoutable. Parce qu'en remplaçant Palou par d'autres pilotes, McLaren a vendu des roulages, obtenu de nouveaux sponsors, et a même signé des contrats techniques avec General Motors et NTT. Certains documents montrent que l'équipe aurait encaissé plusieurs millions grâce à ces remplacements. Autrement dit, le départ de Palou aurait rapporté de l'argent à McLaren. Et c'est tout le paradoxe de cette affaire. Personne ne sort vraiment gagnant, mais personne ne perd non plus. McLaren protège son image de marque, Zak Brown garde la main sur le récit, et Palou devient un héros moderne. Celui qui a préféré la vérité au prestige, mais cela a un prix. Et pour l'instant, c'est la justice anglaise qui détient la calculette. Au fond, ce procès tourne autour d'une question essentielle. À quel prix un rêve devient-il un contrat ? McLaren dit que Palou a rompu un accord clair. Palou affirme qu'on l'a trompé sur la nature de ce qu'on lui vendait, une chance d'accéder à la F1. Et c'est tout le problème. Le sport qui fait rêver des millions de fans fonctionne aussi comme une entreprise. Les essais, les simulateurs, les promesses de baquet, tout a un coût. Mais parfois ce coût dépasse la logique sportive. Palou a signé, oui. Mais peut-on réellement lui reprocher d'avoir compris trop tard qu'il servait surtout de vitrine commerciale ? Qu'il n'était pas un projet mais une option parmi d'autres ? Cette affaire révèle la ligne floue entre ambition et exploitation, entre la promesse d'une opportunité et la réalité d'un business. Palou n'a pas seulement refusé un contrat, il a refusé un système. Et c'est sans doute pour ça qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Au final, il n'y a ni héros ni coupable, juste deux logiques qui s'affrontent. McLaren veut défendre son image et le poids de la signature. Palou, lui, veut défendre son libre arbitre. Deux visions qui se percutent, sans qu'aucune ne soit totalement fausse. Ce qui reste, c'est un constat. La Formule 1 moderne est devenue un jeu d'équilibriste, entre le sport, le business et les promesses qu'on fait pour garder les talents sous contrat.
Et dans ce jeu-là, Palou a eu le courage de sortir avant que la porte ne se referme. Peut-être qu'il perdra devant les juges, mais il a prouvé qu'il peut dire non à une grande équipe sans perdre sa dignité, et qu'un pilote reste libre tant qu'il choisit sa route. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça reste une histoire complètement déjantée. Si tu veux d'autres histoires où les coulisses du paddock en disent plus que les podiums, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre la communauté. Ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Ici, on raconte pas les courses, on raconte ce qui se passe quand elles s'arrêtent. Voilà les passionnés du paddock, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!